Donc, désolé pour le retard pour cet après-midi. Donc, c'est un problème technique qu'on a rencontré. Donc, alhamdoulilah, on l'a résolu. Donc, permettez-moi de vous présenter professeur Hicham Beneish, professeur de médecine légale et les chefs de service au CHU Ibn Rushd. C'est quelqu'un de grande, avec une grande expérience derrière lui. Donc, on va profiter de cette de petite heure ou 2 heures ou 1 heure et demie pour apprendre beaucoup de choses sur le certificat légal et la responsabilité du médecin dans la pratique quotidienne. Donc, je vous présente professeur Hicham Beneish. Merci. Merci. Alors, je remercie la direction de l'hôpital Cheikh Khalifa de son invitation, de m'avoir offert cette tribune pour parler d'un champ de la pratique médicale qui est tout aussi important que les activités de soins, mais qui est souvent méconnu et parfois même négligé par les praticiens. Alors, dans cet exposé, je vais essayer de parler de l'intérêt des certificats médico-légaux et des conditions de leur rédaction, et aussi de la responsabilité qui est encourue en cas de mauvaise rédaction, de négligence dans la rédaction des certificats médico-légaux, avant de parler des principaux certificats médico-légaux rédigés dans la pratique quotidienne, et puis voire terminer par quelques recommandations. Bien, comme vous le savez, les certificats médicaux sont associés à de multiples enjeux. Il y a bien sûr les enjeux judiciaires qui sont au premier plan, puisque ces certificats médico-légaux, la plupart du temps, vont être utilisés dans des procédures judiciaires, et la justice s'appuie beaucoup sur leur contenu pour soit condamner, soit octroyer des indemnisations, soit relaxer, soit, comme je l'ai dit, emprisonner. Donc, les enjeux judiciaires sont très importants, et si un certificat médico-légal a été mal rédigé ou a induit en erreur la justice, eh bien, les conséquences peuvent être dramatiques pour celui qui va en pâtir. Puis, il y a des enjeux de protection des droits de l'homme, puisque souvent, des victimes de violences vont chercher un certificat ou des certificats médico-légaux pour faire valoir, comme on le dit d'ailleurs à la fin de la rédaction de chaque certificat, pour faire valoir leurs droits. Et donc, le droit ici, c'est le droit à ce que l'auteur de violence soit condamné, et aussi le droit à une juste indemnisation, à une réparation intégrale du dommage corporel subi par un acte de violence volontaire ou un acte de violence involontaire, hein, donc un acte par exemple d'accident de la voie publique, faute médicale, etc. Et puis il y a des enjeux médico-sociaux. On sait très bien le phénomène de la violence est un phénomène de santé publique, et ce phénomène-là implique forcément le passage par la case du médecin, puisque la violence, elle va être associée à des blessures, et ces blessures doivent être soignées d'une part, mais aussi ils doivent être évalués, ils doivent être documentés pour permettre à celui qui les porte justement de pouvoir rester en justice et demander réparation. Donc, l'impact social des certificats qui vont être rédigés est évident. Beaucoup de victimes restent atteintes de séquelles importantes et comptent beaucoup sur l'indemnisation pour leur permettre de refaire surface et donc de retrouver leur participation plus ou moins correcte au sein de la société. Et puis, il y a les enjeux financiers qui sont tout aussi importants. On sait que quand on parle d'évaluation du dommage corporel qui est mentionné dans le certificat médical, eh bien, derrière cette évaluation, il va y avoir réparation. Et cette réparation est proportionnelle à l'importance des séquelles subies. Et donc, c'est le médecin qui va en fait faire rentrer les éléments permettant l'indemnisation de la victime. Donc, les évaluations des différents chefs de préjudice subis par la victime du fait d'un acte
soit de violence ou un acte qui est assuré, hein, par exemple les accidents de la voie publique, les accidents de travail, des fautes médicales par exemple. Dans toutes ces situations, il y a des assurances qui vont indemniser et cette indemnisation est proportionnelle à l'importance du dommage. Et donc, comme les certificats médico-légaux vont avoir un impact sur les victimes et sur l'auteur ou les auteurs des faits générateurs de dommages, il peut avoir aussi un impact sur celui qui rédige justement ces documents. Ces documents sont source de responsabilité médicale. Alors, on va essayer de passer à l'autre diapo. Voilà. Donc, comment peut-on définir un certificat médical? Eh bien, un certificat médical est un écrit officieux en opposition avec les rapports d'expertise qui sont ordonnés par, demandés par une juridiction. Alors, le certificat médical, généralement, il est demandé par le patient lui-même. Et c'est pourquoi, donc, ça reste quand même un écrit officieux, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à des parties tierces. Il ne s'impose pas aux tribunaux, il ne s'impose pas à l'adversaire, on va dire, du patient. Donc, ça reste un écrit officieux. Il est relatif à un fait d'ordre médical. Et donc, quand on parle de certificat médical, il faut que le contenu soit en lien avec la profession médicale, donc la constatation d'un état de santé, l'attestation de prestation d'un acte médical, donc ça doit être lié à un fait d'ordre médical. On ne peut pas prendre un papier en tête et rédiger n'importe quoi et dire que ça, c'est un certificat médical. Et puis, il doit être établi par un médecin, sinon il n'aura pas le label de certificat médical. Et bien sûr, le certificat, il n'est pas destiné au patient lui-même, mais la plupart du temps, le patient va l'utiliser pour obtenir des avantages et des droits légitimes. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que il y a un destinataire premier du certificat médical qui est le patient, mais il y a un destinataire final du certificat qui peut être soit la justice, soit un avocat, soit un employeur ou une tierce partie. Alors, quand est-ce qu'on peut établir un certificat médical? Eh bien, il y a des certificats qui sont ou qui résultent d'une obligation légale, c'est-à-dire que le médecin est en l'obligation de le rédiger. C'est les certificats qui sont demandés sur la base d'une réquisition, et la réquisition, c'est une injonction d'une autorité à accomplir un acte, ici en l'occurrence un acte médico-légal qui est la rédaction d'un certificat médico-légal. Et donc, le médecin est dans l'obligation de répondre à la réquisition, à toute réquisition dans ce sens. Les situations qui peuvent l'exonérer de devoir répondre à une réquisition sont limitées. L'incompétence par rapport à l'objet de la réquisition ou un cas d'empêchement, de force majeure. Donc, dans ces situations-là, bien sûr, le médecin ne serait pas tenu de répondre à une réquisition. Et puis, il y a les accidents de travail et les maladies professionnelles dans la mesure où le médecin a pris en charge le blessé, donc la victime de l'accident de travail ou une personne qui a une maladie professionnelle. Ça, c'est dans la loi qui répare les accidents de travail. Il dit que c'est bien le médecin traitant qui doit établir les certificats pour son patient qu'il a pris en charge dans le cadre d'un accident de travail. Certificat prénuptial, il est aussi obligatoire pour quelqu'un qui veut se marier. Bien sûr, il n'est pas obligatoire pour le médecin de l'établir, mais pour le patient, pour le candidat au mariage, il est dans l'obligation de produire un certificat prénuptial dans lequel le médecin atteste que la personne est indemne de toute maladie contagieuse. Et c'est parmi les papiers dont la production est obligatoire en vue de se marier. Et puis, nous avons les certificats d'état civil. Ce sont les certificats de naissance et les certificats de décès. Donc là aussi, ils sont obligatoires pour le médecin qui a assisté à la naissance et pour le médecin qui a constaté le décès.
Et puis, nous avons les hospitalisations sous contrainte, donc les hospitalisations soit d'office, soit à la demande d'une autorité judiciaire ou à la demande d'un tiers, d'une manière générale, donc de la famille. On ne peut pas hospitaliser quelqu'un contre son gré sans qu'il n'y ait production d'un certificat médical attestant de la nécessité d'une telle mesure, parce que c'est une mesure qui est privative de liberté et donc elle doit être garantie quand même de la production d'un certificat qui atteste que la personne, son état constitue un danger pour elle-même ou pour les tiers. Et donc, cette mesure est nécessaire pour la protéger d'elle-même et protéger les autres. Et puis, nous avons, à côté de ces certificats qui résultent d'une obligation légale et donc qui sont de rédaction obligatoire, nous avons des certificats qui résultent d'une obligation contractuelle vis-à-vis du patient. C'est-à-dire, on doit quand même rédiger ces certificats parce que ça fait partie des obligations contractuelles du médecin vis-à-vis du patient. On le sait, un contrat, il oblige, bien sûr, quand on parle d'un contrat écrit, ça oblige à respecter les dispositions écrites qui sont dans le contrat, mais comme le contrat médical est généralement un contrat qui est tacite, qui n'est pas écrit, eh bien, il y a des obligations classiques dans le cadre du contrat de soins. Et parmi ces obligations classiques, c'est de donner au patient des attestations, des documents qui vont lui permettre d'obtenir des avantages légitimés par son état de santé. Ça, c'est aussi dans le Code de déontologie, l'article 22 qui dit que le ministère du médecin comporte normalement la rédaction d'attestations et de documents qui sont prescrits par la loi, ils sont prévus par la loi et que l'état de santé du patient nécessite pour obtenir des avantages légitimes. On ne parle bien sûr que des avantages légitimes. C'est par exemple le certificat de repos, le classique certificat de repos. Et on ne peut pas prendre en charge un patient atteint d'une maladie dont la prise en charge nécessite un traitement médical, mais aussi un repos avec arrêt de travail. Eh bien, ça équivaut à la limite, bien sûr, d'ordonner, comme on ordonne un traitement médical, on ordonne aussi la prescription d'un arrêt de travail. Et puis, nous avons les certificats facultatifs. Ce sont des certificats qu'on peut ne pas rédiger s'il nous semble que leur pertinence n'est pas évidente. Et dans ce cas-là, bien sûr, le médecin il peut refuser de les établir. Mais généralement, on accepte toujours de rédiger des certificats qui sont légitimés par l'état de santé du patient. Si toutefois les demandes sont répétées et nous semblent abusives, là on peut se retrancher derrière le caractère facultatif de ces certificats pour les refuser. Et puis nous avons des certificats qui sont à caractère illégal, donc quelqu'un qui vous demande de mentionner quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, des blessures par exemple qui n'ont jamais été attestées, ou une imputabilité qui est très douteuse et on veut que vous la présentiez comme étant certaine, par exemple imputabilité d'un état de santé à un traumatisme, alors que ce lien d'imputabilité n'est pas évident, ou il est même douteux ou totalement absent. Si on accepte de rédiger de tels certificats, on est dans l'illégalité absolue, donc dans la production d'un certificat, d'un faux certificat. Puis vous avez des certificats qui sont contraires à la déontologie. Par exemple, dans les règles déontologiques, il y a des devoirs de confraternité. Et donc, on ne peut pas établir des certificats médicaux qui vont accabler un autre confrère. Bien sûr, il y a toute une finesse dans la rédaction de certificats pour des patients qui veulent utiliser de tels documents pour poursuivre un confrère à l'occasion d'une faute médicale, mais il n'est jamais question de pointer du doigt, par exemple, dans un certificat, une faute commise par un confrère pour permettre à un patient de le poursuivre en justice. Là, il y aura bien sûr un manquement à des règles de confraternité. Un expert, il est dans une toute autre posture. S'il est saisi par le tribunal pour déterminer s'il y a responsabilité ou non, là, c'est bien sûr une autre
c'est un autre angle d'intervention. L'expert, il se situe à égale distance entre les parties, entre donc le confrère poursuivi et le patient, ce qui n'est pas le cas d'un patient qui vient vous voir directement. Donc, on n'est pas dans la même configuration. Alors, qui peut établir un certificat médical? On a dit que déjà, le terme de certificat médical implique que c'est un médecin qui est habilité à le rédiger. On ne peut pas parler de certificat médical signé par une sage-femme ou signé par un infirmier ou encore moins par des charlatans, bien entendu. Même si l'objet du certificat ou de l'attestation est un objet à caractère médical. Donc, ça doit être un médecin. Ça peut être un remplaçant qui n'est pas encore thésé, c'est-à-dire qui n'a pas encore soutenu sa thèse, mais qui est titulaire d'une licence de remplacement délivrée par l'ordre du médecin, l'ordre national, bon, le conseil régional compétent. Dans ce cas, toutes les attributions du médecin remplacé vont être transmises et confiées au médecin remplaçant. Donc, il a l'habilité de rédiger les certificats médicaux et de faire aussi les prestations médicales qui sont du monopole du médecin qu'il remplace. Un faisant fonction interne n'a pas la possibilité de rédiger des certificats médico-légaux. C'est comme ça que c'est écrit dans l'article 93 du règlement intérieur des hôpitaux. Mais là, il faut faire la distinction entre les certificats médico-légaux et les certificats médicaux. Les certificats médico-légaux sont destinés à être utilisés en justice, dans une procédure judiciaire, et donc il ne peut pas être rédigé par quelqu'un qui n'est pas encore thésé, un faisant fonction interne, il n'a pas encore soutenu sa thèse. Mais des certificats simples de constatation, par exemple des certificats descriptifs, là, ils peuvent effectivement être établis par un faisant fonction interne dans le cadre de des fonctions qui lui sont dévolues. Hein. Donc, il y a une délégation de responsabilité du médecin encadrant ce faisant fonction interne, donc une délégation au profit du médecin faisant fonction interne et qui lui permet d'établir des certificats à caractère descriptif. Je donne juste un exemple entre un certificat médico-légal et un certificat à caractère descriptif. Quand on fait qu'une description des blessures, on est dans la description, un certificat descriptif. Quand on fixe une durée d'incapacité de travail, donc on est dans un certificat interprétatif. Donc on a donné un sens médico-légal à une simple description des blessures et on est donc dans un certificat médico-légal. Donc le premier certificat peut être du ressort du faisant fonction interne, mais pas le second. Dans tous les cas, il faut que le médecin qui rédige le certificat médical soit compétent par rapport au contenu du certificat. Par exemple, un médecin, je prends l'exemple comme ça, sans stigmatiser personne, un médecin généraliste, il ne peut pas attester avoir pratiqué un examen ophtalmologique très poussé, hein, avec des constatations qui relèvent habituellement des constatations faites par le seul spécialiste en ophtalmologie. Et donc, il ne peut pas certifier que, voilà, donc il y a organisation du vitré, décollement rétinien, et des choses comme ça qui sont très, très poussées, qui ne peuvent être valablement constatées que par un spécialiste. Bien sûr, il peut reprendre les constatations qui sont faites par son collègue, mais il ne peut pas les présenter comme étant ses propres constatations. Alors, à qui peut-on remettre le certificat médical? Alors, le premier destinataire, bien entendu, c'est le patient. D'ailleurs, on consacre toujours cette formule à la fin du certificat, comme quoi ce certificat est remis en main propre à l'intéressé, donc au patient, etc. Donc, ça signifie que, effectivement, c'est le patient qui est le titulaire premier du certificat médical. Mais le patient, il peut être mineur, il peut être sous tutelle, et dans ce cas-là, c'est le représentant légal, les parents, par exemple, du mineur ou de la personne sous tutelle qui ont qualité à recevoir le certificat médical.
Si le certificat est ordonné, ou plutôt requis par voie de réquisition, donc c'est une autorité judiciaire qui le demande, eh bien c'est cette autorité qui a le droit de recueillir ou d'accueillir le certificat établi. Donc là, c'est quelque chose d'indiscutable. Le ministère public aussi, donc un procureur, il peut requérir les services d'un médecin, demander la production d'un rapport médico-légal. Donc là aussi, c'est à ce représentant du ministère public de lui remettre directement, sans intermédiaire, de lui remettre directement le certificat demandé. Le conseil juridique, c'est-à-dire l'avocat de la victime ou l'avocat des ayants droit, si jamais la victime arrive à décéder. Et donc, aussi, il représente la victime ou les ayants droit dans leur action et il a qualité à recevoir les certificats médicaux qui lui seront utiles pour défendre la victime ou défendre les ayants droit dans leur action. Donc, l'avocat, c'est un véritable représentant de la victime et donc il a qualité à recevoir directement les documents nécessaires. Et ça arrive souvent que des patients, par exemple, qui ont été pris en charge, par exemple ici au Maroc, mais qui résident à l'étranger, une fois qu'ils sont traités pour leurs blessures, ils sont par exemple rapatriés ou alors ils s'en vont chez eux et ils laissent un avocat sur place pour le suivi de leur affaire, et donc l'indemnisation, etc. Et donc l'avocat, il peut se mettre directement en contact avec le médecin traitant pour obtenir les documents nécessaires. Il y a aussi une situation qui arrive souvent, c'est lorsque la victime, ou plutôt le patient, est emprisonné pour une raison ou pour une autre, et donc il ne peut pas se présenter matériellement pour obtenir le certificat médical, et il se peut que certains certificats peuvent être très utiles pour une personne incarcérée, par exemple des certificats qui attestent de l'insanité d'esprit, donc de l'existence de troubles psychiatriques. Ça pourrait être quelque chose que pourrait utiliser la personne détenue pour s'exonérer de sa responsabilité à l'occasion, par exemple, d'un crime commis par cette personne. À l'employeur aussi, l'employeur, il a qualité à recevoir les certificats médicaux dans le cadre des actions de travail, dans le cadre des maladies professionnelles. Donc, il n'y a pas de secret médical à lui opposer à ce titre-là parce que c'est la loi qui le prévoit. Le conjoint, il peut aussi obtenir un certificat médical concernant la conjointe et vice-versa, bien entendu, les autres membres de la famille, dans la mesure où la personne concernée par le certificat n'est pas capable de l'utiliser par elle-même, et dans la mesure aussi où il n'y a pas de raison de croire que les intérêts du patient ou de la patiente sont en opposition avec le membre de sa famille. S'il y a manifestement des intérêts qui sont divergents, bien entendu, ici, le certificat ne peut pas être remis à un membre de la famille qui devient finalement un adversaire finalement du patient. Par exemple, vous avez un couple en instance de divorce, il ne peut pas y avoir de certificat médical pour l'un des conjoints qui soit délivré à la demande de l'autre conjoint. Les héritiers, ils ont aussi qualité à recevoir certains certificats médicaux, par exemple les certificats qui attestent de la cause du décès, c'est possible dans la mesure où le défunt n'a pas interdit toute révélation de sa pathologie, de sa maladie à sa famille après son décès. Et dans ce cas-là, bien sûr, s'il y a une opposition de la part du patient à ce que son état de santé soit dévoilé à sa famille après son décès, il faut sécuriser cette préconisation par une mention dans ce sens dans le dossier médical et qui doit être contresigné bien sûr par le patient lui-même. Comme ça, on a un papier qui nous permet d'apporter la preuve, le cas échéant, comme quoi le patient était en opposition à toute révélation sur son état de santé, même pour les membres de sa famille. Donc, il y a
les causes de décès dans le certificat médical. Souvent, ce type de certificat sera utilisé par les ayants droit pour, par exemple, faire jouer une garantie, par exemple d'assurance vie ou une garantie d'assurance de crédit, hein, de crédit bancaire, par exemple. Eh bien, lorsque il y a décès, et les ayants droit peuvent faire jouer cette garantie, hein, une assurance de décès, une assurance de crédit, c'est toujours une assurance de décès et d'invalidité. Eh bien, c'est la compagnie d'assurance qui va payer les mensualités du crédit à la place, bien sûr, du défunt, et à la place du défunt, bon, à la place des ayants droit du défunt et à la place du patient lui-même s'il est en état d'invalidité. Mais pour faire valoir justement ce droit à faire substituer la compagnie d'assurance à la place des ayants droit dans le paiement, il faut produire un certificat sur les causes du décès pour que la compagnie d'assurance puisse vérifier que la cause du décès ne rentre pas dans le cadre des exclusions de la garantie. Par exemple, le suicide est une exclusion de la garantie. Le décès en lien avec une maladie qui était antérieure par rapport à la date de conclusion du contrat, hein, contrat de crédit, eh bien, ça aussi, c'est une clause d'exclusion de la garantie. Et donc, pour cela, il faut toujours éviter de répondre directement aux demandes des compagnies d'assurance. Si la compagnie d'assurance saisit directement le médecin traitant pour l'informer sur la cause du décès ou sur des pathologies existantes chez le défunt, sur leur date d'apparition, etc., bien, il faut éviter de répondre directement aux sollicitations des compagnies d'assurance parce que les compagnies d'assurance sont des tierces organismes, donc qui sont étrangers par rapport aux patients et donc le secret médical leur est opposable. Le secret médical est opposable donc à ces compagnies d'assurance. Par contre, le document lui-même, il doit être remis directement aux ayants droit et c'est à eux de le remettre et de le verser vis-à-vis de la compagnie d'assurance. La même chose aussi pour les mutuelles. Hein, on rédige tout le temps les feuilles de soins avec des plis confidentiels, etc. Mais il n'est jamais question que ces documents soient transmis directement par le médecin traitant aux mutuelles, aux organismes de prévoyance, aux gestionnaires de l'AMO, etc. C'est toujours par l'intermédiaire du patient ou de la famille qui, eux, voilà, donc ils vont recevoir les documents et les transmettre directement à ces mutuelles. Alors maintenant, venons aux responsabilités qui sont engagées. Il y a d'abord la responsabilité civile, dont le but est de réparer un dommage, un tort. Alors le tort, il peut être porté au patient lui-même à l'occasion de la rédaction d'un certificat médical fautif. Prenons l'exemple d'une hospitalisation sous contrainte. Imaginons que le patient, finalement, son état ne constituait en aucun cas un danger pour elle-même ou pour son entourage et qu'il a été, à la demande de la famille, mais avec la bénédiction, entre guillemets, du médecin traitant, il a fait l'objet d'une mesure privative de liberté qui a duré plusieurs mois. C'est une hospitalisation sous contrainte. Et bien là, si jamais il arrive à apporter la preuve que cette mesure-là était au mieux dictée par un examen négligent de son état de santé, et au pire par de la mauvaise foi, hein, ça peut y avoir aussi de la connivence entre médecins et famille, hein, dans ce sens-là, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il y a matière à indemniser ces mois de privation de liberté qui n'étaient pas médicalement justifiés. Donc, faute par mauvaise foi ou par négligence, il peut y avoir aussi un dommage pour les tiers. Par exemple, des arrêts de travail qui n'étaient pas médicalement justifiés, mais qui ont eu comme effet le paiement d'indemnités journalières par exemple la CNSS ou des
des assurances, etc. C'est arrivé là, ces compagnies d'assurance ou ces caisses de prévoyance se sont retournées contre les médecins qui ont délivré de tels arrêts de travail pour demander à ce que les indemnités qu'ils ont versées à cause de ces arrêts de travail soient retournées contre le médecin, hein, qui, par son laxisme ou sa complaisance, a permis l'octroi de telles indemnisations. Alors, responsabilité disciplinaire, parce que les certificats médicaux obéissent aussi à des règles qui sont inscrites dans le code de déontologie, et nous avons dans le code de déontologie des articles, l'article 8, qui interdit l'établissement de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance. C'est le terme qui est adopté en déontologie pour qualifier les faux certificats. Donc, les faux certificats, c'est une qualification pénale. Son équivalent en déontologie, c'est les certificats de complaisance ou les rapports tendancieux, c'est-à-dire qui sont établis avec beaucoup de légèreté, sans vérification préalable. Donc, quand on parle de violation donc, de règles professionnelles, on parle de possibilité d'action disciplinaire. Et cette action disciplinaire pourrait être engagée par la partie qui va s'estimer lésée par la rédaction d'un tel certificat. Donc, ce n'est certainement pas le patient pour tout ce qui est rapport tendancieux ou certificat de complaisance, puisqu'il en est le bénéficiaire direct. Ça va être l'autre partie. Hein, ça peut être son adversaire, ça peut être un organisme d'assurance, de prévoyance sociale, ça peut être l'employeur, par exemple. Donc, toute personne ou tout organisme lésé par la rédaction d'un tel certificat peut saisir l'ordre des médecins. D'ailleurs, la saisine elle est ouverte à n'importe quelle partie. Et il y aura donc une enquête qui sera diligentée. Les immixtions dans les affaires de famille, donc les ingérences dans les affaires de famille, donc des certificats établis à l'occasion d'un divorce, une dispute pour la garde des enfants, etc. Là aussi, le médecin il doit être prudent, il ne doit pas prendre position dans ce cas-là en faveur d'un conjoint ou d'un autre, sinon il y a immixtion justement dans les affaires de famille. Alors, à côté des responsabilités civiles et des responsabilités disciplinaires, il y a la responsabilité pénale qui est la plus grave, puisque il y a des mesures, même privatives de liberté, hein, qui sont prévues dans le cadre de la responsabilité pénale, des sanctions privatives de liberté. Alors, il y a violation du secret professionnel essentiellement parce que parmi toutes les occasions où on peut provoquer, on va dire, une violation du secret professionnel, c'est par les écrits que cette violation va être facilement matérialisée. On peut aussi violer le secret médical oralement, c'est très difficile à prouver, mais par écrit, c'est évident. Les écrits restent, c'est la preuve même, le fait qu'un écrit soit remis entre les mains d'une personne non qualifiée à recevoir le certificat médical, c'est une preuve qu'il y a violation du secret médical. Et puis nous avons les faux certificats. Ce sont les certificats établis pour favoriser quelqu'un, hein, et cela passe par une dissimulation de l'existence, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité, la cause d'un décès, etc. Donc, dans tout cela, il y a faux certificats. Mais il faut que l'altération soit faite sciemment. C'est un élément important pour retenir cette qualification de faux certificat. C'est-à-dire les certificats qui sont erronés, mais on va dire par le fait de négligence, ne tombent pas sous le coup de faux certificats. Il faut que l'altération de la vérité soit faite sciemment et volontairement, et dans le but de favoriser quelqu'un au détriment d'un autre ou d'un organisme. Puis il y a le délit de corruption. Le délit de corruption, il s'applique aussi bien pour les certificats médicaux
qui sont établis dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais il y a une différence entre les deux. Parce que dans le secteur privé, c'est naturellement que le certificat, comme tout acte médical par ailleurs, est objet à une rémunération. Donc, on ne peut pas dire qu'un médecin qui touche une rémunération, un médecin dans le secteur privé, dans son cabinet médical, qui touche une rémunération en contrepartie de la rédaction d'un certificat médical, qu'il fait œuvre de corruption. Ce n'est pas de la corruption. Il faut pour cela qu'il sollicite donc, de l'argent ou quelque chose en nature, peu importe, qu'il le sollicite, qu'il accepte pour produire un certificat mensonger, donc pour établir un faux certificat. Et dans ce cas-là, le faux certificat, l'infraction liée au faux certificat se conjugue avec le délit de corruption. Donc s'il demande ou s'il agrée, c'est-à-dire il accepte, en vue de falsifier le contenu de constatation ou un certificat médical, eh bien là, il y a délit de corruption. Pour le secteur public, c'est différent. Le seul fait, dans le secteur public, d'exiger une rémunération qui n'est pas prévue, c'est-à-dire directement par la loi. Bon, il y a bien sûr le certificat médical, il est payant même dans le secteur public, mais le paiement fait l'objet, bien sûr, de textes, un décret déjà existant et qui permet de considérer le certificat médical comme une prestation rendue par l'hôpital. Et donc, le paiement se fait directement dans les caisses de l'hôpital. Si le médecin sollicite ou agrée de l'argent pour établir un certificat médical, même si le contenu de ce certificat est juste, eh bien, il y a délit de corruption. Donc, le délit de corruption dans le secteur public n'est pas en lien avec le contenu du certificat. Le seul fait de conditionner la remise du certificat médical par une somme d'argent, par exemple, eh bien, est caractéristique de l'infraction de corruption. Les complicités d'escroquerie ou l'escroquerie, l'article 540, je le lis parce qu'il est intéressant. Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer au tiers un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne ou un organisme par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est coupable d'escroquerie et puis l'emprisonnement d'1 à 5 ans. Alors, les situations où on peut avoir délit d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie, c'est par exemple lorsque on remplit des feuilles de soins à un patient où il est mention de prestations qui n'ont pas été réellement accomplies au profit du patient. Là, on le voit malheureusement assez souvent, des patients qui se débrouillent par exemple des prospectus, des boîtes de médicaments, etc. Et ils demandent à un médecin de lui remplir un certificat, plutôt une feuille de soins, mais c'est l'équivalent aussi d'un certificat médical parce que c'est une attestation de prestations de soins, d'un examen déjà réalisé, de médicaments qui sont exigés par l'état de santé du patient. Eh bien, le patient demande à ce qu'une feuille de soins soit remplie et qu'il y ait donc aussi mention dans un pli confidentiel d'un état de santé qui a nécessité une telle prescription. Si le médecin accède à cette demande, eh bien, il se voit être complice d'escroquerie. L'escroc ici, c'est le patient, parce qu'il va escroquer la compagnie d'assurance ou une mutuelle. C'est ça, la définition d'ailleurs de l'escroquerie. C'est se faire procurer ou procurer à un tiers, par exemple au patient, un profit pécuniaire illégitime, en induisant en erreur la compagnie d'assurance ou une mutuelle. Donc vous voyez bien qu'on est là parfaitement dans le cadre de l'escroquerie. Bon là, c'est complicité d'escroquerie. Un médecin qui fait un abus de cotation, d'actes par exemple réalisés. Par exemple, il a fait un
un geste sous arthroscopie, il est coté à temps, K, etc. Et lui, il met qu'à côté de cet acte-là, il a fait autre chose alors que ça n'a pas été fait. Et il modifie la cotation. Là aussi, ah ben là, c'est de l'escroquerie directement. Ce n'est pas même une complicité d'escroquerie parce que le médecin, il va se faire rembourser sur la base d'une cotation qui est inexacte. Donc là, on est dans l'escroquerie. Bon, maintenant, je vais parler rapidement de principaux certificats médico-légaux que l'on rédige dans la pratique quotidienne. Il y a bien sûr les certificats pour violence volontaire ou involontaire. Donc, tout ce qui est agression, accident de la voie publique, mais aussi les accidents de droit commun, qu'on appelle les accidents de droit commun. Chaque fois qu'il y a un accident où il y a un tiers responsable ou un tiers qui devrait indemniser. Par exemple, un accident dans un bain mort, hammam, salle de sport, parc de jeux, etc. Ce sont des accidents qui sont assurables, qui sont indemnisables. Et donc, il va y avoir une indemnisation qui est proportionnelle à l'importance des blessures et à l'importance de leurs séquelles. Et puis, vous avez les violences volontaires, bien entendu. Alors, tous ces éléments-là, ces certificats sont importants parce qu'ils vont permettre à la justice de fonctionner correctement par la qualification de l'infraction. S'il s'agit d'une agression, cette agression va être qualifiée, c'est-à-dire on va lui attribuer un article du code pénal qui va lui s'appliquer et bien sûr cet article-là qui va être choisi, eh bien il va l'être sur la base des conclusions du médecin dans son certificat médical. Donc, les certificats pour violence volontaire, d'abord, il apporte la preuve qu'effectivement, il y a eu violence. Par exemple, quand il y a usage d'une arme blanche et qu'on décrit l'existence de plaies pénétrantes ou des plaies par coupure, etc., eh bien là, on fait corroborer le récit de la victime par rapport à ses allégations. Donc, quand elle dit qu'elle a été victime de violence par arme blanche, il y a bien dans les constatations faites par le médecin ce qui conforte la victime dans ses déclarations. Donc, ça permet de donner de la consistance et de la véracité à la déclaration ou aux déclarations des victimes. Donc, ça permet, comme je l'ai dit, de qualifier l'infraction. Vous savez que les infractions sont qualifiées selon la durée d'incapacité déterminée par le médecin. Dans le cadre des accidents, ou plutôt des agressions, on connaît le seuil de 21 jours. Moins de 21 jours, c'est un délit qui est passible de sanctions prévues à l'article 400. Plus de 21 jours et plus, c'est aussi un délit, mais qui est passible de sanctions qui sont prévues dans l'article 401 du Code pénal. Et puis, si nous avons une infirmité permanente, ça devient un crime, ce n'est plus un délit, mais ça devient un crime qui est passible de sanctions prévues à l'article 402. Ben, tout cela, c'est vrai, ce n'est pas le médecin qui fait la qualification, c'est le juge, mais il est aidé en cela par les appréciations du médecin. Le médecin, il peut qualifier, peut plutôt conclure à des blessures entraînant une incapacité de travail personnel de plus de 21 jours, mais le juge va considérer, par exemple, que les faits peuvent être qualifiés différemment, peuvent être qualifiés, par exemple, de tentative de meurtre. Hein, supposons un coup de couteau, donc l'intention de l'auteur était réellement de tuer la victime, mais par chance, la victime s'en sort avec des blessures moins graves qui engendrent une durée d'incapacité de travail de plus de 21 jours, mais le juge peut considérer que ce n'est pas cet article 401 qui est adapté à l'infraction, mais c'est plutôt l'article de tentative de meurtre. Et quand on parle de tentative de meurtre, la sanction, c'est la même sanction qui est prévue pour le meurtre accompli. Et puis donc les certificats, grâce aux descriptions des blessures, surtout les certificats initiaux, ils vont permettre pour la victime de se constituer une preuve pour le dommage qu'elle va invoquer par la suite. Parce que quand on parle de blessure, il va y avoir une prise en charge, donc il va y avoir des
un coût pour cette prise en charge, donc des dépenses de santé, mais il va y avoir aussi un arrêt de travail, donc un manque à gagner professionnel. Il va y avoir par la suite des séquelles qui peuvent retentir sur la profession, donc sur les revenus professionnels de la victime, peut avoir changé de profession et peut avoir été obligé d'être en retraite anticipée. Il peut y avoir une perte de l'aptitude à avancer dans son emploi. Donc, il peut y avoir un retentissement professionnel. Il peut y avoir beaucoup de préjudices liés à ces blessures initiales. Mais tout est lié à la qualité de la description des blessures initiales. Parce qu'après, il peut toujours y avoir des doutes quand on a une séquelle. Est-ce que c'est une séquelle liée à l'agression initiale ou à la blessure initiale, ou est-ce que c'était quelque chose qui est en rapport avec un état antérieur ou un état intercurrent? Alors, quand on a bien décrit les blessures initiales, eh bien, on peut facilement par la suite déterminer quelles sont les séquelles en lien avec ces blessures et quels sont les états pathologiques qui sont en rapport avec un état antérieur ou un état intercurrent, c'est-à-dire survenu par la suite, mais qui n'a rien à voir avec les blessures initiales qui sont à l'étude. Donc, dans tous les cas, il y a des règles générales de rédaction. Toujours, le médecin doit garder un double du certificat dans le dossier médical. On ne sait jamais, des patients, ils perdent le certificat initial, ils viennent pour des duplicata et si on n'a pas mis une copie du certificat de côté, eh bien, on ne peut pas se baser uniquement sur sa mémoire pour reprendre le certificat initial. Il va certainement y avoir des contradictions et ça peut poser problème si jamais le premier certificat réapparaît et que ces contradictions sont mises en valeur. Donc, rédaction de 2 exemplaires, la clarté et la lisibilité, parce que le destinataire final du certificat, la plupart du temps, n'est pas un médecin. C'est soit un juge, soit un avocat, soit un employeur, soit un organisme administratif. Donc, ce n'est pas toujours un médecin qui va avoir à déchiffrer le contenu du certificat médical. Donc, ça doit être écrit clairement et lisiblement. L'identité du médecin, du patient et de l'accompagnant du patient si le patient est mineur, puisque ce n'est pas le mineur qui va recevoir le certificat, mais c'est la personne qui l'accompagne. La date et l'heure de l'examen et la date effective de rédaction du certificat. Ça peut être 2 dates différentes. On a examiné, on a pris en charge un patient et ce n'est que plus tard que l'on va rédiger le certificat qui concerne les constatations qui ont été faites lors de la prise en charge initiale. Alors, dans ce cas-là, il y aura une date de rédaction du certificat qui est la date où effectivement on a rédigé le certificat et il va y avoir la date qui est celle de l'examen qui doit être aussi mentionnée dans le certificat initial. Il peut y avoir aussi une autre date qui est celle de l'événement traumatique. On peut avoir dans le certificat médical 3 dates différentes. Quelqu'un, je peux par exemple rédiger le certificat aujourd'hui pour dire que j'ai examiné hier un patient qui a été victime il y a 2 jours ou 3 jours d'un accident de la voie publique ou d'une agression, etc. Et puis, il y a la signature manuscrite du médecin à côté du cachet du médecin. Voilà, malheureusement, ce que l'on voit comme certificat médical dans la pratique quotidienne, là aussi. Vous voyez, même étant médecin, moi, personnellement, je n'arrive pas à déchiffrer tous les mots ici de ce certificat médical. Donc, que dire du juge, par exemple, ou du procureur qui va recevoir en premier ce certificat médical et qui doit décider de la procédure à suivre en se basant sur le contenu de ce certificat. Et on ne peut pas dire que là, ces 35 jours d'ITT, c'est bien lisible pour considérer ce certificat comme conforme. Il ne s'agit absolument pas de donner aux médecins cette carte blanche de fixer la durée d'incapacité sans la justifier par des constatations qui peuvent être vérifiées, critiquées ou contredites ultérieurement.
Alors, dans le certificat de violence volontaire, là, je vais essayer de faire vite. Dans ce certificat de violence volontaire, vous avez 3 rubriques que l'on va devoir trouver. La première, c'est celle des dires et des doléances de la victime. Et donc là, c'est une rubrique que l'on va réserver aux déclarations de la victime. Il faut qu'elle sorte clairement, comme cela, comme quoi ce sont les déclarations de la victime. Je n'ai pas le droit de dire dans le certificat médical que je sous-signé, certifie avoir examiné telle personne qui a été victime. Donc là, ce n'est pas possible. Qui déclare avoir été victime d'un accident, d'une agression, etc. Donc, je cite la date et parfois le lieu de l'événement traumatique qui peut être aussi important, mais aussi les circonstances de l'événement traumatique. De quoi s'agit-il? Une agression, un accident de la voie publique, une chute, une glissade dans un bain mort, par exemple, dans un parc de jeux, une chute d'une certaine hauteur, peu importe. Je mentionne les circonstances de l'accident, comme ça a été rapporté par la victime. S'il y a un impact traumatique, à quel niveau il s'est produit. S'il y a eu, si c'est des violences répétées, je peux citer donc la récurrence de ces violences. Par exemple, s'il y a eu 2 épisodes de violence, je peux les mentionner dans le même certificat, voilà, dire qu'il y a eu tel épisode selon les déclarations de la victime en telle date, et puis elle rapporte un autre épisode en telle date, et je décris bien sûr en quoi cela a consisté. Très important dans les agressions de mentionner s'il y a eu utilisation d'une arme, parce que l'utilisation d'une arme est une circonstance aggravante. Et l'arme, dans le code pénal, est définie comme étant tout objet utilisé pour provoquer des blessures. Donc ça peut même être des objets d'utilisation, on va dire, pacifique. Le fait, par exemple, de jeter une pierre sur quelqu'un, ça devient donc une agression par arme. La pierre étant un objet contondant et elle a été utilisée pour provoquer des blessures. Donc, c'est une utilisation d'une arme. Donc, l'arme, ce n'est pas seulement l'arme blanche ou des objets qui sont tranchants, etc. Ça peut être même des objets anodins. J'ai lancé une chaise, un objet contondant, quel qu'il soit, il provoque une blessure. Donc, à la limite, on dépasse seulement l'agression à main nue, l'agression manuelle, en utilisant la force physique seule, main nue, coup de tête, coup de pied, coup de genou, etc. Et on est dans pratiquement les blessures par arme. Et donc, il faut absolument décrire les armes qui ont été utilisées, mais toujours selon les déclarations du patient, et décrire par la suite les blessures d'une manière à faire un parallélisme entre les constatations faites et le mécanisme rapporté par la victime. Je mentionne aussi les signes fonctionnels rapportés par la victime, donc ce sont ses doléances. Qu'est-ce qu'elle a ressenti après le traumatisme? Ça peut être une perte de connaissance, ça peut être un saignement, ça peut être des céphalées, des douleurs, etc., une limitation fonctionnelle. Donc, je décris cela comme des signes fonctionnels, mais toujours avec cette mention que ce sont les déclarations de la victime, ou alors j'utilise le conditionnel. Suite à quoi il aurait présenté une perte de connaissance initiale, il aurait présenté des céphalées, des vertiges, c'est des choses qui sont invérifiables. Et donc, tant qu'elles ne relèvent pas de constatations objectives faites par moi-même au cours de l'examen, je les mentionne comme des doléances de la victime. Donc, j'utilise le conditionnel ou je les rapporte directement à la victime. Donc, et puis vient le deuxième chapitre où là, on va mentionner les constatations objectives faites à l'examen. Donc là, c'est la description des blessures, le type, forme, localisation, l'âge, s'il y a des blessures qui sont anciennes ou en voie de cicatrisation, s'il y a des séquelles ou un état antérieur qui peut par la suite interférer avec l'évolution des blessures, il faut le mentionner. Par exemple, j'ai une fracture, mais sur un membre poliomyélitique, par exemple, fracture pathologique, etc., bien, je dois mentionner. Ou j'ai une plaie, mais à côté, il y a déjà une cicatrice ancienne, je dois la mentionner. Comme ça, celui qui va faire l'évaluation du dommage corporel, peut-être une année plus tard ou 2 ans plus tard, eh bien, il ne risque pas de prendre la cicatrice qui existait initialement comme étant aussi en lien avec l'agression.
Les examens complémentaires réalisés et le résultat, même si elles sont négatives, un bilan radiologique, par exemple, l'imagerie médicale, donc négative, elle doit être mentionnée parce que ça aussi, ça aide à l'appréciation de la gravité des blessures. Les traitements reçus, s'il y a eu une hospitalisation, s'il y a eu l'intervention, donc les traitements majeurs, ils doivent être mentionnés. Et puis on vient à, bien sûr, tout cela, lorsqu'on décrit les blessures, on doit utiliser une terminologie qui est adaptée. Hein, donc, il y a les écorchures, les dermabrasions, il y a les plaies. Et pour les plaies, il y a aussi différents types de plaies, les plaies contuses, les plaies à berges nettes, régulières, par coupure. Il y a les plaies pénétrantes, donc c'est les plaies par enfoncement. Donc, il faut utiliser une terminologie qui est correcte et qui permet justement de dresser ce parallélisme entre les blessures constatées et le mécanisme invoqué. Voilà donc quelques types de blessures qui sont typiques. Hein. Par exemple, ici, une plaie, plutôt une égratignure arciforme comme ça, qui correspond à l'utilisation d'un câble, donc un coup de fouet par câble. Et vous voyez donc là la convexité en haut qui correspond justement à l'utilisation d'un câble qui est plié. Et voilà, donc lorsque la victime dit qu'elle était victime d'un coup de fouet par câble, quand on décrit justement cette écorchure ainsi, ça permet de corroborer le récit de la victime. Alors, et puis, la troisième rubrique, c'est la détermination de l'incapacité de travail personnel lorsqu'il s'agit d'une agression. Donc, on utilise cette dénomination, incapacité de travail personnel, parce que c'est la dénomination qui est prévue par le Code pénal. Quand il s'agit d'accident de la voie publique ou d'accident du travail, on utilise le terme d'incapacité temporaire du travail, ou alors incapacité temporaire totale. Donc, ce sont la dénomination qui est prévue dans les accidents de la voie publique et dans les accidents du travail. Alors, on utilise souvent le sigle ITT, mais quand on pose la question aux professionnels de santé, qu'est-ce qu'il signifie par le I, le premier T et le deuxième T, on a des réponses qui sont disparates. Ça veut dire que c'est un sigle fourre-tout et qui, en fait, ne correspond à rien de précis. Donc, autant utiliser les dénominations qui sont prévues par les législations spécifiques qui sont là pour justement régir un contexte traumatique en particulier. Donc, les actions de la voie publique, c'est le code de la route et on parle d'incapacité temporaire du travail. Les actions de travail, il y a une législation spécifique et on parle d'incapacité temporaire du travail. Et pour les agressions, on parle d'incapacité de travail personnel. Donc, quand on parle d'incapacité de travail personnel, c'est différent des arrêts de travail professionnels. Donc, l'arrêt de travail personnel, c'est les activités de base de la vie quotidienne, donc de tous les jours. Et le critère ici, c'est une gêne dans l'accomplissement des activités de base de la vie quotidienne. Et c'est différent donc de l'arrêt de travail professionnel. Par exemple, quelqu'un peut reprendre son travail professionnel avec une immobilisation plâtrée, mais il sera toujours considéré en incapacité de travail personnel, puisqu'il y a toujours une gêne quand même liée à cette immobilisation plâtrée dans les activités de base de la vie quotidienne. Donc, il n'y a absolument pas de parallélisme entre les deux. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans le Code pénal, on parle de travail personnel, parce qu'on aura à donner des incapacités de travail personnel à des personnes qui ne travaillent pas, à des enfants, à des nourrissons victimes de violences, à des retraités, à des femmes au foyer, des personnes en chômage. Donc, le critère qui sera à la base de la condamnation de l'auteur des violences ne devrait pas être calqué sur la profession, sinon tous ceux qui ne travaillent pas seront lésés. Donc, ça doit être calqué sur un critère pour lequel nous sommes pratiquement à pied d'égalité, c'est les activités de base de la vie quotidienne, comme le fait de s'alimenter, de se nourrir, de faire son hygiène, hein, de se déplacer, etc., etc. Alors, on réserve les incapacités de travail personnel de plus de 20 jours aux lésions graves, donc de type fracture, des entorses graves, des lésions viscérales, par exemple contusion du globe oculaire,
les lésions pleuropulmonaires ou des lésions d'organes abdominaux. Donc là, les lésions viscérales, des plaies vasculaires, hein, donc des plaies, mais avec des plaies avec des lésions, des sections vasculaires, lésions nerveuses ou des lésions tendineuses, ou alors des plaies multiples et étendues. Donc là, on dépasse 20 jours. Pour tout ce qui est écorchure, des ecchymoses, ce qui est limité au tégument et qui va plus ou moins rapidement cicatriser, parfois même sans laisser de traces, eh bien, la durée d'incapacité sera inférieure à 20 jours. Il faut aussi faire une réserve par rapport aux séquelles ultérieures. Parfois, les blessures peuvent évoluer vers une infirmité permanente, c'est-à-dire la perte d'un organe ou la perte d'une fonction, parfois même une perte partielle d'une fonction. Dans ce cas-là, eh bien, le juge pourra qualifier l'infraction comme une infirmité permanente. Et donc, il faut absolument que le médecin qui rédige le certificat initial fasse attention à cette possibilité d'évolution vers l'infirmité permanente et il doit attirer l'attention du juge ou du procureur sur cette éventualité dans le certificat initial. Parce que s'il ne le fait pas dans le certificat initial, l'affaire pourrait être orientée sur le plan procédural vers des coups et blessures entraînant une incapacité de travail de plus de 20 jours, par exemple, et elle sera jugée de cette manière. Et ce n'est que plusieurs semaines plus tard, ou plusieurs mois, qu'on se rend compte que l'évolution était défavorable et qu'il y a eu, par exemple, la perte fonctionnelle de l'œil ou une surdité qui restait persistante, etc. Donc, le fait de cette possibilité d'évolution défavorable, possibilité d'une infirmité permanente, va permettre au procureur de surseoir à statuer jusqu'à ce que les séquelles soient correctement établies, donc que les conséquences définitives des blessures initiales soient connues pour permettre une juste qualification de l'infraction. Voilà donc un exemple de certificat médical, et d'ailleurs un certificat pour un patient qui a transité ici par l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa. Vous voyez donc, je suis signé, voilà, certifié avoir reçu en date de ce jour, en consultation médico-légale, l'enfant né, qui déclare avoir été victime d'une agression en date du 21/3/2016. Il avait 13 ans, il l'avait fait vers 10h30. Donc, je décris ici, je mets un chapitre où je décris l'agression, le moyen utilisé. Hein, donc, ici, c'est une agression au moyen d'un câble à point d'impact au niveau orbitaire droit avec notion de baisse brutale de l'acuité visuelle. Donc là, c'est un signe fonctionnel, baisse brutale de l'acuité visuelle. Et j'en mentionne que c'est une agression avec l'usage d'un câble. Donc là, il y a utilisation d'une arme. Et puis, dans le bilan lésionnel, je mentionne les données de l'examen initial, vous voyez, avec les données des examens complémentaires, l'échographie, l'OCT, voilà. Et puis, après, donc, je décris aussi les blessures au niveau des annexes, parce que c'est là où il y a le point d'impact initial de l'instrument utilisé. Et là, donc, je mets en relief la forte compatibilité entre les lésions constatées à l'examen initial et le mécanisme invoqué par la victime. Et donc, je mets ici la durée d'incapacité, donc que j'ai estimée à 35 jours, mais je mentionne quand même cette réserve, comme quoi des séquelles pourraient persister et affecter la fonction visuelle par l'œil droit, et ces séquelles seront évaluées après consolidation. Donc là, le juge qui va recevoir ce certificat, il va dire il ne faut pas rapidement statuer sur cette infraction, sur cette agression comme étant des coups et blessures entraînant une incapacité de travail de plus de 35 jours. On va attendre l'évolution des blessures pour décider s'il y a lieu de considérer une infirmité permanente ou non. Alors pour les agressions sexuelles, c'est le même principe. Donc on décrit les doléances de la victime par rapport à l'agression, en quoi elle a consisté, le nombre d'agresseurs, parce que à plus d'un seul agresseur, c'est des violences en réunion, comme on dit, hein, ou par exemple viol collectif, et ça c'est aussi une circonstance aggravante. Donc le fait que l'agression soit commise à plusieurs contre une seule victime, c'est une circonstance aggravante. Donc là, il faut le mentionner, parce que aussi cela
va retentir sur les prélèvements médico-légaux qui vont être faits. Quand on va faire des prélèvements médico-légaux, pour l'ADN par exemple, eh bien, on va informer le laboratoire qui va faire l'exploitation de ces prélèvements, comme quoi il va falloir chercher plus qu'un seul profil d'ADN, c'est 2 ou 3, etc. Et voilà, donc les circonstances de l'agression, les moyens de coercition, parce qu'en fonction du type d'agression sexuelle, il va y avoir là aussi différentes qualifications. Il y a l'attentat à la pudeur, commis avec violence, commis sans violence, il y a le viol, et le choix d'une qualification ou d'une autre, qui n'est pas du ressort du médecin, est lié justement à la description des blessures et à la description aussi de l'agression telle que rapportée par la victime. Est-ce qu'il y a eu éjaculation? À quel niveau? Ça va guider aussi les prélèvements que l'on va faire. On va faire bien sûr les prélèvements essentiellement là où il y a éjaculation, donc là où il y a des chances de recueillir du matériel humain appartenant à l'auteur. L'existence de douleur ou de saignement, ça donne une idée sur est-ce qu'il y a eu acte de pénétration ou alors c'était juste des attouchements, surtout pour une victime qui n'a pas une expérience sexuelle, qui n'a pas encore d'activité sexuelle. Très difficile pour elle de savoir est-ce qu'il y a eu pénétration qui, à ce moment-là, qualifie le crime de viol, ou alors un attouchement vulvaire qui pourrait être qualifié d'attouchement, et donc plutôt d'attentat à la pudeur commis avec ou sans violence. L'examen clinique, donc c'est toujours un examen somatique, on recherche des lésions de violence somatique qui présument de l'absence de consentement, donc d'une résistance de la victime, et donc ça donne beaucoup de crédit aux déclarations de la victime qui, par exemple, a rapporté le fait qu'elle n'était pas consentante, qu'elle s'est débattue, etc. Aussi, il n'y a pas que l'examen somatique lui-même, corporel, il y a aussi l'examen des vêtements qui peuvent aussi montrer des traces de déchirure, de souillure par le milieu dans lequel l'agression s'est produite. Donc, on peut avoir ce qui peut corroborer effectivement le récit de la victime avec les constatations que l'on va faire. Et puis, les lésions, qu'elles soient récentes ou anciennes, elles ont leur valeur. Les prélèvements, on doit aussi les réaliser. Il y a des prélèvements à visée médicale pour rechercher les infections sexuelles transmissibles, pour rechercher une grossesse compliquant donc l'agression sexuelle. Et il y a des prélèvements à visée médico-légale dont le but essentiellement est de démontrer ou de rechercher l'ADN de l'auteur de l'agression, ou alors rechercher par exemple une soumission chimique si jamais la victime a été soumise à l'action d'une substance psychoactive qui a facilité l'agression. Les traitements qui ont été réalisés, donc la contraception d'urgence, prophylaxie post-exposition au VIH, vaccination contre l'hépatite B, le traitement présomptif ou curatif contre les infections sexuellement transmissibles, tout cela, on le mentionne aussi dans le rapport médico-légal. Et dans la conclusion, on n'a pas le droit de qualifier l'infraction, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des lésions qui sont en faveur d'un viol, qui sont en faveur d'un attentat à la pudeur. Ça, c'est une qualification de l'infraction, c'est l'œuvre du magistrat, c'est ses prérogatives. Nous, on dit qu'il y a, par exemple, des lésions sexuelles qui sont compatibles avec un acte de pénétration, par exemple. Ou il y a alors des lésions somatiques qui sont compatibles avec l'utilisation de violence, et on peut même parfois mentionner la consistance de ces constatations avec un instrument utilisé en particulier. Par exemple, ça peut être des lésions de strangulation. On trouve des écorchures en coup d'angle, donc au niveau du cou. Donc, c'est compatible avec le récit de la victime qui rapporte une tentative de strangulation manuelle, et ainsi de suite. Il ne faut pas affecter à des constatations une valeur qu'elles ne peuvent pas supporter. Malheureusement, on le constate beaucoup dans certains rapports, des médecins qui rapportent un érythème vulvaire et ils présentent par exemple cet érythème comme étant une preuve d'un attouchement sexuel. Non, un érythème n'est pas une preuve en soi d'un attouchement. Un érythème peut être provoqué simplement par des examens répétitifs.
un examen fait par la mère peut-être, hein, par la voisine aussi qui veut voir s'il y a quelque chose en faveur de l'agression. Et puis le médecin qui fait un examen, il arrive au bout de la chaîne, il trouve un érythème, mais ça ne veut pas dire que c'est en rapport avec un attouchement. Donc il ne faut pas affecter à une constatation plus qu'elle n'en supporte. Il y a aussi le problème des dilatations anales, donc des béances anales. Maintenant, on considère que ces béances anales ne sont pas des constatations spécifiques d'une pénétration sexuelle. C'est vrai, elles sont plus fréquentes en cas d'agression sexuelle, en cas de pénétration sexuelle, que s'il n'y a pas de pénétration sexuelle, mais elle est plus fréquente, ça ne veut pas dire qu'elle est spécifique. Plus fréquente, ça veut dire que quand même une béance anale, on la trouve chez des enfants qui n'ont pas d'histoire d'abus sexuels. Et donc, ce n'est pas possible de donner à cette constatation une valeur de preuve d'abus sexuels. Alors, je vais passer rapidement sur les aspects lésionnels, parce que ça, c'est des choses certainement que vous connaissez, mais le but de cet exposé, c'est beaucoup plus une sensibilisation qu'une véritable formation sur la rédaction des certificats médicaux. Donc là, je voulais juste dire qu'il y a des lésions qui sont très spécifiques et d'autres qui sont moins spécifiques. Il faut être prudent quand on rapporte des constatations, de leur affecter exactement la valeur qu'elles ont comme évocatrice ou simplement non spécifique d'un abus sexuel. Par exemple, une échymose périorificielle, ça c'est un acte, c'est une constatation qui est spécifique d'une pénétration sexuelle. Il ne peut pas y avoir une échymose de cette sorte sans acte de pénétration externe. Une constipation ne produit pas une échymose. Elle peut produire des fissures, constipation opiniâtre, etc., mais jamais une échymose. Des lacérations aussi multiples, c'est en faveur aussi, c'est évocateur d'un acte de pénétration. Mais une fissure qui n'arrive pas au stade de la lacération, qui n'expose pas le tissu sous-cutané, une fissure, elle peut se voir aussi dans le cadre d'une constipation ou de lésions de grattage, etc. Donc, pas forcément un acte de pénétration sexuelle. Les condylomes acuminés, on peut les voir aussi dans des situations où il n'y a pas eu de contact sexuel. Donc là aussi, bien sûr, quand on le voit chez un enfant de plus de 5 ans, il n'y a pas de condylome ailleurs, etc. C'est assez inquiétant, mais on doit présenter le fait comme étant suggestif, mais pas pathognomonique, et pas spécifique. Et si l'auteur présente les mêmes lésions, oui, à ce moment-là, on va gagner en valeur de la preuve. Voilà, donc là, juste une fissure. Vous voyez, une fissure seule, comme ça, ne peut pas être considérée comme quelque chose de évocateur ou pathognomonique d'une pénétration sexuelle. Il faut être prudent parce qu'ici, il y va quand même de la liberté des individus. Il faut pas, on ne peut pas accuser quelqu'un comme ça à tort, et parce que les sanctions aussi en matière d'abus sexuels, surtout sur des enfants, sont des sanctions principes qui sont très lourdes. Alors, pour les accidents du travail, là c'est le médecin traitant qui doit établir les certificats en matière d'accidents de travail. Il y a différents types de certificats, les certificats initiaux, les certificats de prolongation, reprise du travail, guérison, etc. Et nous avons maintenant une loi qui est récente, qui a prévu des modèles pour la rédaction de ces certificats médicaux pour les actions de travail. Et ça, c'est le modèle qui est institué par un arrêté ministériel, donc c'est un modèle légal qui doit être utilisé. Donc, aussi bien pour les certificats initiaux que pour les certificats de prolongation, comme vous le voyez ici, les certificats de reprise du travail et les certificats de rechute, le cas échéant. Et puis, il y a un modèle pour le certificat de guérison avec le taux d'IPP. Donc, c'est des modèles qui doivent être maintenant respectés. Déclaration de maladie professionnelle.
là aussi, il faut produire un certificat médical à l'appui de la déclaration de la maladie professionnelle qui est faite par le patient lui-même. Le médecin, il déclare donc la maladie, il cite son numéro dans le tableau des maladies professionnelles et les arguments, bien sûr, qui lui ont permis de reconnaître cette maladie comme maladie professionnelle. Et donc, ces arguments-là, ils figurent justement dans les listes des maladies professionnelles. Pour chaque maladie professionnelle, il y a des éléments qui permettent de la retenir comme diagnostic. Et puis, nous avons une colonne où il est mentionné les travaux qui exposent habituellement à cette maladie. Et puis, une autre colonne qui dit quand est-ce que cette maladie devrait apparaître, c'est-à-dire au maximum après la cessation de l'exposition au risque. Il y a des maladies, si on parle par exemple d'un asthme professionnel, il ne peut pas apparaître plusieurs années après que le salarié a quitté la profession dont il déclare qu'elle a été à l'origine de cet asthme professionnel. Donc, il y a des délais de prise en charge et la maladie doit apparaître dans ce délai après la cessation d'exposition au risque. Bon, voilà, certificat de déclaration de maladie professionnelle, aussi d'autres certificats comme les certificats de mise sous tutelle. Donc, ils sont connus lorsqu'on veut mettre quelqu'un sous tutelle parce qu'il a ses facultés mentales qui sont affaiblies ou déficientes, qui ne peut plus gérer par lui-même son patrimoine et il doit être représenté dans les actes de la vie civile par un tuteur. Donc là, il faut établir un certificat médical pour aider les ayants droit, la famille dans cette procédure. Donc, résumé des recommandations, il faut toujours s'informer de l'usage du certificat demandé parce que la rédaction va être en fonction de l'objectif poursuivi par le certificat médical. Il ne faut jamais accepter de rédiger un certificat sans examen préalable de la personne. Et il y aura toujours des pressions, bien sûr, de la part de la famille pour qu'un certificat soit établi pour un patient qui a alité à domicile, qui ne peut pas être déplacé pour qu'il soit examiné. Il faut toujours résister à ces sollicitations et à ces pressions. Il faut toujours s'identifier correctement et faire des réserves sur l'identité du patient s'il n'y a pas eu production d'une pièce d'identité. Donc, on peut se protéger par cette formule, le patient se déclarant nommé, par exemple. Rapporter les doléances du patient au conditionnel et ne jamais les reprendre à son propre compte. Et dans le certificat doit être toujours daté de la date du jour de sa rédaction, même si l'examen a été fait quelques jours plus tôt. Il ne faut jamais accepter d'antidater ou de constater un certificat médical. Il faut décrire toujours de façon précise et objective les éléments constatés. Éviter, bien sûr, c'est l'usage de laxiste. Moi, je considère le terme traumatisme. On dit toujours traumatisme du membre supérieur, traumatisme crânien, traumatisme, alors qu'il n'y a aucune lésion constatée d'une manière objective. On ne peut pas parler de traumatisme si on n'a pas pu objectiver une lésion par l'examen clinique ou par des examens complémentaires. Il n'y a pas à ce moment-là de traumatisme, tout simplement. Conclure par les conséquences médico-légales ou administratives qui résultent de l'examen et ne pas aller au-delà de cela. Apposer sa signature et son cachet et remettre le certificat, sauf les exceptions que j'ai mentionnées, au patient lui-même et en main propre. Garder le double du certificat dans le dossier du patient et ne pas hésiter à refuser un certificat qui semble suspect ou abusif. La plupart du temps, on n'est pas dans l'obligation d'établir le certificat, sauf les situations où la rédaction est obligatoire. Et donc, autant si on a toujours des doutes, si on n'est pas tranquille dans la rédaction du certificat, eh bien, refuser de le faire. Et au besoin, se renseigner auprès de son conseil régional de l'Ordre national des médecins pour avoir des avis. Donc, je m'arrête là et s'il y a des questions, je les prendrai peut-être dans le chat, n'est-ce pas? Donc, merci pour votre attention. Donc.